Et on ne change pas une équipe qui gagne, hein. Surtout quand on a moyen de ne pas jouer le match et de gagner quand même. Bon, vous l'avez compris, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui parce que je pense que c'est un précédent important. Un précédent important que ce soit dans l'actualité, mais aussi par rapport à la France, mais surtout plus largement par rapport même à l'Union européenne. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, notamment parce que, vous le savez, je ne suis pas français, mais je pense que ce qui se passe en France n'appartient pas qu'aux Français. C'est un pays qui fait partie notamment de l'Union européenne, qui est voisin de la Belgique, et notamment en plus, la Belgique a beaucoup d'influence de la part de la France, mais aussi des Pays-Bas pour le nord du pays, hein. Et du coup, je pense que là, il y a des précédents qui sont en train de se passer et qui sont vraiment graves, surtout au vu de la mobilisation de la population ces dernières semaines. Donc, on va parler évidemment de la réforme des retraites, hein. Je me suis habillé en circonstance, non je rigole, pas du tout, ça n'a rien à voir, ne faites pas attention. Mais voilà, on va parler de la réforme des retraites et surtout de l'application du 49.3 qui a été utilisé donc aujourd'hui pour faire passer en force la réforme, la fameuse réforme dont on ne sait toujours pas pourquoi Emmanuel Macron tient tant à la faire passer, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Bref, ce que je vous propose en fait, c'est de regarder l'argumentaire de la première ministre Elisabeth Borne, de voir un petit peu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, hein. Donc c'est la même chose que le Parlement. Et de voir les arguments qui ont été avancés pour justifier un petit peu ce passage en force. Bref, mettez votre casque, c'est parti, on regarde ça. Madame la Première ministre. Alors j'aurais pas besoin de parler pendant, pour une fois, puisque du coup, a priori c'est le bon. Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, en engageant la responsabilité de son gouvernement, le 15 novembre 1990, lors du débat sur la création de la contribution sociale généralisée, Michel Rocard avait eu ces mots. Dans un scrutin où chacun voterait selon sa conscience, permettez-moi de dire que je suis sûr que ces dispositions réuniraient une majorité, peut-être même une large majorité. Ces mots, aujourd'hui, je les fais miens, et j'ajoute que si chacun votait selon sa conscience et en cohérence avec ses prises de position passées, nous n'en serions pas là cet après-midi. Alors, petite pause, parce que je suis assez frappé. Je sais pas qui s'occupe de la com de Elisabeth Borne, mais c'est assez osé. C'est vraiment très osé de se permettre de dire qu'en fait... ouais, parce qu'elle parle de conscience, mais c'est pas tant la conscience, c'est en fait, elle est en train de dire « Ouais, si les gens avaient voté pour la loi, je devrais pas la passer en force. » Bah ouais, mais grosse, ça passe pas comme ça, hein. C'est pas comme ça que ça marche, et je peux te dire qu'en Belgique, on le sait très bien, hein. C'est à cause de ça qu'on a des blocages gouvernementaux, et c'est comme ça fait partie de la démocratie aussi, hein, les blocages. Donc, bref. Cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir sur les échappées personnelles qui peuvent faire oublier à certains les positions qu'ils défendaient quelques mois plus tôt avec leur famille politique. Cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir non plus sur le comportement de ceux qui ont tout fait pour bloquer le débat, qui ont refusé d'échanger idée contre idée, programme contre programme, et se sont contentés de multiplier les insultes, les excès et les attaques. Et les cris, au moment même où je m'exprime, n'en sont qu'une preuve supplémentaire.
Alors, j'interromps aussi ici parce que ça a été quelque chose qui a été énormément débattu en France. C'était un peu un argument pour, je veux dire, décrédibiliser un peu l'opposition. On parlait notamment du fait qu'il déposait un nombre incalculable de mentions, etc. Et je vais pas tant parler du fond, mais plutôt je vais essayer d'apporter une autre vision. C'est que donc en Belgique, nous on n'a pas de 49.3, mais les obstructions peuvent être similaires dans le sens où on peut aussi poser un nombre incalculable d'amendements, on peut être en désaccord, etc. Sauf que ce qui est marrant, c'est qu'en Belgique, ça a été débattu, mais disons qu'on en débat différemment parce que, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je le répète pour ceux qui arriveraient maintenant, hein, donc le nord et le sud du pays ne s'entendent pas. Et il faut savoir que pendant très longtemps, les francophones en Belgique, c'était la classe bourgeoise qui opprimait la population finalement, hein, qui était à large majorité néerlandophone. Et puis avec le temps, évidemment, eh bien, la bourgeoisie petit à petit s'est un petit peu dispersée. Et surtout, le français s'est répandu. Et du coup, on a aujourd'hui à peu près 60% de néerlandophones pour 40% de francophones dans tout le pays. Mais du coup, c'est un peu fondamental par rapport à la politique belge. C'est que vraiment, il y a cette peur que l'une ou l'autre partie prenne le pouvoir sur l'autre. Donc, par exemple, que les néerlandophones, tout à coup, écrasent les francophones, ou inversement, que les francophones écrasent les néerlandophones. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, dans notre système, les 49.3 n'existent pas, parce que ça permettrait, d'une manière totalement injustifiée, de pouvoir écraser son voisin sans qu'il ait le temps ou la chance de dire quoi que ce soit. Alors c'est vrai que ça amène des troubles, notamment du coup des blocages, comme nous on a eu voilà 500 jours je pense sans gouvernement, ça a été la risée dans le monde. Beaucoup de gens se sont moqués, même je veux dire même nous les Belges, on en rigolait tellement c'était risible. Mais en fait, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que avant le Covid, on n'avait pas de gouvernement, on était dans une situation de blocage similaire à la première fois où il y a eu les 500 jours. Mais avec le Covid, eh bien, les partis ont quand même réussi à trouver des accords et à se structurer pour faire un gouvernement d'urgence. Et en fait, c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'au final, c'est vrai que la démocratie, c'est chiant parce que parfois ça bloque. Mais face à l'urgence, malgré tout, ça peut se débloquer. Et des positions peuvent être retrouvées. Et c'est pour ça que je suis vraiment pas convaincu par cet argument de « Ouais, mais si c'est infini et si c'est bloqué, on peut pas avancer. » C'est vrai qu'on peut pas avancer. Mais les conséquences, elles attendent pas. Elles avancent. Et donc, à un moment ou un autre, une décision devra être prise. Et si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Alors, certes, ce sera peut-être quand les retraites seront du coup, il y aura une dette des retraites, hein, si on suit la logique du gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Mais, en dehors de ça, il y aura quand même un accord, il y aura quand même on va quand même trouver des idées, on va quand même trouver des accords à ce moment-là. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental par rapport à cette argumentation de « Ah ouais, mais non, mais vous avez voulu éviter le débat, etc. » Non, c'est pas qu'ils ont voulu éviter le débat, c'est qu'ils ont voulu le bloquer, ils ont voulu faire traîner, etc. Empêcher, en fait, l'adoption de cette motion, de cette loi. Et au final, est-ce que c'est si grave que ça ? Franchement, j'en doute. Mais bon, laissons l'argument se dérouler. Ce sont les mêmes qui n'ont cessé de remettre en cause notre procédure parlementaire, nos institutions et donc notre démocratie. Enfin, cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir sur le mutisme de ceux à l'extrême droite de cet hémicycle qui sont restés tapis dans l'ombre tout au long des débats, qui ont préféré se taire, profitant en silence des outrances des uns et des revirements des autres. Et ça, j'avoue aussi, je comprends vraiment pas cette stratégie. J'ai l'impression que vraiment le gouvernement en France est dans son monde. Parce qu'il tape sur l'extrême droite, il tape sur l'extrême gauche. Et en fait, ce que je trouve vraiment troublant, c'est qu'au final, ça n'a aucun sens de juste taper sur tout le monde et de dire tous ceux qui sont pas d'accord, ils sont cons. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, quoi.
Et autant, voilà, je pense que l'extrême droite, si elle a autant de place dans l'hémicycle, c'est qu'il y a quelque chose qui s'exprime parmi la population. Et donc, juste dire, ouais, alors, eux, ils ont rien fait, eux non plus, au final, on avait raison, et... Enfin, je sais pas, il y a vraiment un côté comme ça très... Je ne comprends pas qui ça peut convaincre, vous voyez. Moi, ça me convainc pas. Je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous serez pas convaincus par cette argumentation. Et j'ai l'impression que ça va convaincre que ceux qui sont dans la même logique qu'eux, mais c'est-à-dire, je pense, très sincèrement, vous me direz en commentaire hein, si vous êtes en désaccord, évidemment, si vous êtes plutôt d'accord avec le gouvernement, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une infime partie de la population qui va se dire, ah bah oui, c'est vrai, ils ont raison, du coup, on doit adopter la loi parce que tous les autres, ils ont fait de la merde. Et puis, vous savez, il y a ce côté aussi un peu... œil pour œil et le monde finira aveugle, comme avait dit Gandhi en son temps. C'est que c'est pas parce que les autres agissent comme des cons que toi tu dois agir comme un con, vous savez. On a déjà discuté, on a déjà discuté sur d'autres vidéos, etc. Et notamment sur celle avec Thomas Sirix. Mais là, j'ai vraiment l'impression que le gouvernement dit bon, mais comme tout le monde a fait les cons, nous aussi on fait les cons. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. C'est loin d'être un argument valide. C'est vraiment, pour moi, c'est même pire en fait. On peut pas commencer sur cette logique parce qu'alors à ce moment-là, bah oui, alors vous savez, comme il y a pire dans le monde, on peut commencer à faire n'importe quoi parce qu'il y aura toujours pire, quoi. Bon, bref, on continue. Mesdames et messieurs les députés, ce que je veux retenir de ces derniers mois, c'est que nous avons mené depuis l'automne dernier, avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, une concertation dense avec les organisations syndicales, patronales et les groupes parlementaires. Ce que je retiens de ces dernières semaines, c'est que nous nous sommes donné les moyens de la discussion et que vous avez passé plus de temps de débat sur cette réforme des retraites que sur chacune des deux précédentes. Ça aussi, ça me fait rire. Vous avez passé plus de temps sur cette réforme que sur les deux précédentes. Comme si, en fait, vous savez, ça s'appelle, je crois, hein, la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire qu'il y a une technique marketing qui fait que si ton client dit une fois oui, il a plus de chances de dire oui les autres fois. Et c'est une technique marketing connue. Et donc, par exemple, on sait que ça marche, même si, par exemple, on te dit... même si la première affirmation que tu fais n'a rien à voir avec le sujet. Donc, juste si tu dis « Oh, est-ce que tu as l'heure ?» et que le mec te répond « Oui », en fait, déjà, il sera dans cette mentalité qu'il a dit une fois. Enfin, c'est de la psychologie, etc. Je vous invite à regarder Horizon Gull sur le sujet, qui l'explique très bien et étude à l'appui, justement. Mais donc, voilà, l'argument de « Oui, vous avez dit oui les premières fois et puis maintenant vous dites non », bah oui, évidemment, c'est pas parce qu'on a déjà dit oui que pour autant, voilà, il faut aller au fin fond de la pensée, qu'il faut aller jusqu'au bout. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens de dire... Enfin, cet argument n'a vraiment aucun sens. C'est terrible de se dire qu'il y a des gens qui peuvent parler comme ça et le dire sans sourciller, sans se rendre compte de l'énormité qu'ils sont en train de dire, quoi. Encore heureux que les gens, je vais dire, changent d'avis et qu'ils ont des limites. Moi, justement, ça me paraît être un argument contre. C'est-à-dire qu'ils ont déjà dit 2 fois oui à des réformes précédentes. Et ils devraient dire oui une 3e fois. Bah non, justement, faites un effort, vous. De l'autre côté, faites aussi des concessions. C'est ça la démocratie. C'est pas juste aller dans un sens et dans le sens de celui qui dirige. C'est des compromis en fonction du nombre de personnes qui ont été élues et des idées qu'ils ont. Ce que je retiens, c'est l'engagement que j'ai pris devant vous lors de ma déclaration de politique générale et lors de la présentation du projet du gouvernement pour les retraites, toujours rechercher des compromis. Le temps passé à dialoguer avec les partenaires sociaux et les parlementaires qui étaient attachés, comme nous, à garantir l'avenir de notre système de retraite par répartition nous a permis de converger autour de propositions nouvelles et d'une réforme enrichie, améliorée, mais toujours équilibrée. Hier, la commission mixte paritaire, cœur même de la co-construction parlementaire, composée de députés et de sénateurs de toutes les sensibilités, et où les soutiens du gouvernement ne sont pas majoritaires, a construit un compromis
Ce compromis n'est pas le projet du gouvernement, c'est le texte du Parlement. Encore une fois, j'ai beaucoup de mal à comprendre un peu la logique. Par exemple, voilà, elle parle beaucoup de compromis, elle en parle énormément, mais ce qui aurait appuyé son discours, c'est de donner des exemples de compromis. Qu'on soit un petit peu plus, même nous, hein, en tant enfin, nous, vous plutôt, hein, parce que vu que je suis pas français, voilà. Bon, on va dire nous en tant qu'observateurs, vous en tant que citoyens, vous ayez un peu plus d'informations sur le genre de compromis qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait des grosses concessions du style, j'invente, hein, mais l'âge de départ de base devait être à 68 ans et puis finalement c'est 62. J'invente complètement, hein. Mais est-ce que ça, ce serait effectivement déjà une concession plutôt intéressante? Ou alors est-ce que la concession, c'est ah bah au lieu d'être 64 ans, c'est 63 ans et 11 mois? Parce que là, alors, c'est plutôt risible. Et on peut pas parler de concession réellement. On peut parler de, allez, justement, de nuages de fumée, quoi. De poudre de perlimpinpin, finalement. Hein? Ce compromis, je n'en partageais pas tous les points, mais c'est le vôtre, enrichi de propositions de la majorité et des oppositions des deux assemblées et adopté au Sénat ce matin. Et le texte du Parlement, que contient-il? Ça n'est pas un compromis tiède, au contraire. Ce sont des avancées pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, pour celles et ceux qui ont des métiers difficiles, pour revaloriser les pensions des femmes et mieux prendre en compte leur carrière, ou encore pour augmenter les petites pensions. Mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. Petite parenthèse, Olivier Dussopt, c'est quand même un peu le nouveau Manuel Valls. Hein. Il a vraiment changé il a vraiment changé d'avis dans sa carrière politique, mais du tout au tout, quoi. Le virage à 180 degrés en fonction du poste, quoi. Hein. Non mais pitié, quoi, je vous jure. On a parfois des guignols hein, dans les gouvernements. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas prendre le risque de voir le... Juste... Regardez Gabriel Attal. Oui, c'est vrai. On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées s'effondrer. Regardez. On ne peut pas prendre le risque de voir le... Vrai. Donc Gabriel Attal, c'est celui qui est tout à gauche et il fait oui, c'est vrai. Compromis bâti par les deux assemblées écartées. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Et encore une fois, j'insiste aussi dessus, mais dans ce discours, pour le moment, je vais le dire, hein, elle parle d'argumentation, elle parle de... Voilà, elle parle beaucoup en fait, mais pour ne rien dire, je trouve, vraiment. Ce n'est pas... Il n'y a pas d'argument. Il n'y a rien d'argumenté, rien de sourcé, rien de... Vous voyez? Enfin, il y a vraiment ce côté, en fait... Enfin, je trouve ça hyper troublant parce que... Enfin, elle dit des choses, mais comme si on devait la croire sur parole. Mais... Voilà, elle dit par exemple, voilà, c'est nécessaire, mais... Pourquoi, comment? On a parlé de tout ça, évidemment. Hein. Les députés ont posé des questions, etc. Mais on n'aura jamais la réponse à ces questions. Et je veux dire, même dans son discours de fin, elle ne donne pas d'argument. Elle dit juste, faut le faire. Voilà. Faut le faire. En plus, c'est bien. Donc, si on dit que c'est bien, croyez-nous. Bah, non. Désolé, mais non, c'est pas ça, en fait. L'argumentation, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Aussi, parce que je suis attachée à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager. Petit retour là-dessus, sur cette image, parce qu'elle était très intéressante. Donc ici, alors je sais pas pourquoi on voit plus ma souris, je la remettrai. Mais donc à droite, c'est le Rassemblement National. Ceux qui sont tout à droite, c'est le Rassemblement National. Et ceux qui sont à gauche,
c'est les Républicains. Et si vous regardez les Républicains, c'est assez intéressant parce qu'il y en a même parmi les Républicains qui sont pas contents. Et regardez comme ils sont blasés un peu. Enfin, il y a vraiment ce côté où, bon, ils sont un peu face au fait. Ils n'ont pas pu voter. D'ailleurs, on ne saura jamais ce que pensent vraiment les Républicains. C'était assez divisé. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. On sait que, par exemple, Éric Ciotti était pour, puisqu'ils avaient un peu négocié. Mais il y avait, voilà, les Républicains, le problème, c'est qu'ils jouent quand même, je vais dire, même leur survie politique. Les Républicains... c'est pas sûr que si cette réforme passe, ils existent encore, hein, s'ils ont voté pour. Donc, clairement, il y avait leur survie politique qui était en jeu. Et ce 49.3 laisse à penser qu'a priori, ils étaient plutôt contre. Hein. Les deux assemblées que je suis prête à engager ma responsabilité. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Un vote aura donc bien lieu comme il se doit. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Madame la Première ministre, je vous remercie. Un petit sourire de satisfaction, hein. Rien à kick que vous cassez de la salle, faites ce que vous voulez, gueulez et tout. On a gagné. Et vous avez perdu. Voilà j'observe un peu dans ce comportement et que je trouve vraiment déplacé. Mais bon, soit. On n'en est plus à ça près. Donc voilà, hein, je l'ai pris sur le soir parce que j'ai su retrouver la vidéo là. Mais c'est sur... voilà, je vous le mets en source. Mais je crois qu'il faut être inscrit ou je sais pas quoi. Bref. Mais voilà, hein, normalement, vous pouvez trouver assez facilement la source hein, de cette vidéo. Moi, je voulais juste ajouter, parce que pourquoi c'est un grave précédent ici qui se passe, parce que, en l'occurrence, ici, vraiment, il y avait vraiment, je vais dire, une mobilisation qui était importante contre cette réforme des retraites. Une mobilisation qui aurait dû, très honnêtement, je pense, faire reculer le gouvernement, pas parce que c'est une minorité qui sort à la rue ou quoi que ce soit, mais surtout, parce que je veux dire, c'est ça l'argument du gouvernement aussi, hein, c'est ouais, bon, c'est pas la majorité des Français, ok. Sauf que c'est quand même une des mobilisations les plus grosses depuis ces 50 dernières années, donc non, ce n'est pas négligeable, on peut pas faire semblant de rien et se dire juste, bon, on s'en fout quoi. Non, c'est pas possible. On peut pas juste fermer les yeux face même à une partie de la population je mets toujours des gros guillemets, mais minime. Tu ne peux pas faire semblant de rien, tu ne peux pas faire semblant que tu as été élu et que tu peux écraser les autres. Et en fait, pourquoi, en dehors même de tout ça, en fait, je trouve même que la France s'engage dans un chemin qui est dangereux et que je trouve qu'il faut l'arrêter dans ce chemin, c'est qu'en réalité, derrière tout ça, retournons un petit peu aux élections, les élections républicaines, les élections françaises. Hein, attendez, je remets bien mon truc. Ah, mais en fait, je viens de remarquer. Bon, ok. Retournons aux élections françaises. Nous avions cette confrontation Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Les gens votaient Emmanuel Macron. Et je me souviens qu'à l'époque, moi, j'avais discuté avec des gens et genre, voilà, qui m'avaient dit, des Français qui m'avaient dit, notamment, puisque sur mon stream, j'ai pas mal de Français, et du coup, qui m'avaient dit, moi, je crois que je vais voter Marine Le Pen parce que, franchement, je préfère donner mon vote au diable que de voter Emmanuel Macron, quoi. Et je me souviens qu'à l'époque, au début, j'avais un peu pensé comme ça, et puis au final, je sais plus si j'avais fait des vidéos sur le sujet, mais au final, j'avais vu pas mal d'arguments qui disaient justement, mais non, mais vous vous rendez pas compte. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir, même sans majorité, elle peut installer une dictature. Et regardez ce qui est en train de se passer. Là, on n'a même pas, je vais dire, quelqu'un d'extrême droite. On n'a même pas quelqu'un qui dit qu'il veut, voilà, enfin, je veux dire, qui dit ouvertement qu'il est d'extrême droite ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, et pourtant, il n'a pas de majorité au Parlement, il n'a pas de majorité au Sénat, et en fait, c'est juste que, ils font passer
toutes leurs lois en 49.3, même les plus impopulaires. Alors, imaginez maintenant que ce soit Marine Le Pen qui avait été au pouvoir. Imaginez que ce soit elle qui avait été élue. Imaginez que ce soit elle qui aurait été là à discuter et à présenter son 49.3 en disant « Eh bien, écoutez, hein, maintenant, c'est fini. Moi, je veux, je veux instaurer une dictature, etc. » Alors bien sûr, on peut se dire « Oui, mais non, parce qu'il y a des parlementaires qui se seraient levés contre, il y a des parlementaires qui auraient déposé une mention de censure, elle serait passée, etc. » Peut-être, c'est vrai. Regardez en ce moment aussi ce qui se passe quand même. C'est que malgré que les gens sortent dans la rue, etc., il n'y a personne dans les parlementaires, il n'y a personne qui bouge. Les députés Renaissance, ils sont complètement à la masse, ils suivent juste ce qu'on leur dit de faire. Je veux dire, elle parle de conscience, justement. Elle parle d'être en accord avec ses valeurs. Mais les députés Renaissance semblent n'avoir aucun problème avec les valeurs républicaines et les valeurs de la démocratie qui estiment qu'en fait, on ne peut pas faire passer des lois juste parce qu'on n'est pas sûr d'avoir la majorité. Et que du coup, parce qu'on rappelle, la motion de censure, ça permet donc de faire démissionner le gouvernement. Et cette motion de censure, il faut qu'il y ait le 2/3, je pense, des députés qui soient d'accord. Donc par rapport à une loi quelconque, où il faut juste la majorité, ici il faut vraiment il faut 2/3, ce qui est beaucoup plus. Hein. Donc, puisque la majorité c'est au-dessus de 50%, et les 2/3 c'est au-dessus de 66%. C'est pas anodin. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment... ce qui se passe en France est vraiment troublant et vraiment inquiétant. Et je pense, parce qu'on parle de la France et je parlais notamment de l'impact sur l'Union européenne, etc. Et je pense vraiment que les gouvernements, que ce soit belges, mais que ce soit même les différents gouvernements de l'Union européenne, je pense qu'ils devraient vraiment condamner cet usage au 49.3. Je pense qu'ils devraient s'exprimer. Et peut-être s'exprimer et convoquer d'ailleurs, je ne sais pas vraiment la procédure, hein. Jean Massier pourrait probablement donner un meilleur avis, une meilleure opinion dessus, mais faire un geste symbolique, que ce soit même convoquer les ambassadeurs français pour leur demander c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui se passe en France là actuellement, comment ça se fait qu'avec des manifestations monstres dont même la police calcule des montants records de manifestants, eh bien, malgré ça, on a un gouvernement qui n'en fait qu'à sa tête et qui passe comme ça des lois en 49.3 avec des majorités un petit peu bancales. Je pense vraiment que l'Union européenne, en plus parce que en France, il y en a beaucoup qui se plaignent que ce soit à cause de l'Union européenne qu'on doit faire cette réforme, ce qui n'est pas tout à fait vrai, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai, ce qui est même loin d'être vrai. Et je pense que l'Union européenne aurait tout à y gagner, en fait, à dire ce qui se passe en France est très grave, et on ne soutient pas ça. Voilà, bref, je pense que c'était une vidéo un peu flash, hein, un peu faite comme ça, mais je trouvais que le sujet méritait d'être soulevé, et surtout d'un point de vue peut-être un peu plus d'observateur que de citoyen ou de députés ou de politiques, hein, voilà. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez une opinion différente ou si vous voulez au contraire soutenir, je ne sais pas, votre vision ou quoi que ce soit. Et puis, bien sûr, à partager la vidéo. Et sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Décidément, en ce moment, on fait pas mal de vidéos. Hein. Mais vous habituez pas trop, pas sûr que ça va durer longtemps. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour de nouvelles actualités. Et je vous souhaite très bon courage, hein, voisins et amis français. Vraiment, c'est des heures sombres, mais on se relèvera tous de ça. Parce que croyez-moi, vous n'êtes pas seul dans ce genre de pétrin. Vous n'êtes vraiment pas seul. Allez, des bisous. Bon courage.